Bonjour, nous allons aborder dans cette troisième session les enjeux et les dysfonctionnements de la démocratie libérale. À côté des conceptions que nous avons vues dans une session précédente, il existe trois pratiques de la démocratie. Elles sont à la fois concurrentes et complémentaires dans l'énonciation d'une politique. La démocratie représentative, la démocratie délibérative et la démocratie participative. Commençons par la démocratie représentative. Elle inclut obligatoirement trois composantes. L'absence ou le dérèglement de l'une d'entre elles signifie que la démocratie représentative est tronquée et qu'elle risque de conduire au despotisme doux identifié par Alexis de Tocqueville et voire la préparation d'un État autoritaire. La première composante de la démocratie représentative est l'élection. Des procédures, la définition précise du collège électoral et l'organisation du droit électoral. La seconde est la délégation, c'est-à-dire l'indépendance des représentants vis-à-vis des commettants et des groupes d'intérêt, mais aussi c'est l'autonomie de la production législative et de la loi et la médiatisation et conciliation des intérêts. La troisième composante est le contrôle gouvernemental, le contrôle budgétaire, les pouvoirs constitutionnels, la participation à la décision, la lisibilité du processus décisionnel. C'est le principe de responsabilité. Pour aller plus loin dans la compréhension de la définition de la démocratie représentative, nous vous renvoyons aux œuvres maîtresses de John Stuart Mill sur la considération du gouvernement représentatif, de Eugène Pierre, le traité de droit politique et électoral et parlementaire, de Carl Schmitt sur la définition du parlementarisme et de Hans Kelsen sur les fondements philosophiques du droit positif publié dans les années 20. Voyons désormais la démocratie délibérative. Elle est constituée quant à elle de 4 éléments. Le premier, c'est l'invocation raisonnable. Les délibérations s'effectuent sous une forme argumentée entre des parties qui acceptent de soumettre leur raison à un examen critique. Le second, c'est le processus public qui est ouvert. Les délibérations sont inclusives et publiques. Toutes les personnes concernées par les décisions prises dans les délibérations sont susceptibles d'y prendre part. Troisième élément, la communication. Les délibérations se soustraient aux contraintes externes. Les participants ne doivent être liés qu'aux conditions de communication et aux règles de l'argumentation. La quatrième forme est l'égalité et l'engagement. Les délibérations se soustraient aux contraintes internes qui risqueraient de fausser du fait d'une asymétrie des participants dans leur rapport à l'expression. Il importe donc de créer les conditions d'une véritable égalité dans la prise de parole et dans la capacité à proposer des contributions originales. Pour aller plus loin dans la définition de la démocratie délibérative, Habermas, Droit et démocratie entre faits et normes en 1997, et le livre de Bowman et Reg, Deliberative Democracy, Essays on Reason and Politics, en 1997. Voyons désormais la démocratie participative, qui elle aussi est composée de 3 éléments. C'est d'abord une volonté de réenchantement de la démocratie par la consultation permanente, répétitive et impérative au nom de la transparence et de l'efficience. En quelque sorte, la démocratie participative se veut une sorte de révolution du bon sens et de la liberté absolue. Deuxième élément, c'est la collaboration. Les acteurs du politique et les citoyens établissent ensemble les règles constitutionnelles, les lois, les politiques publiques. C'est enfin la co-responsabilité du politique, par exemple des budgets délibératifs, les jurys citoyens en justice, ou bien encore le partage du risque et de la gestion de la violence par les institutions judiciaires, policières et militaires avec les citoyens. Là aussi, pour aller plus loin dans la compréhension de cette démocratie participative, renvoyons aux ouvrages de Carlotte Patman, Participation and Democratic Theory en 1970, et Denis Thompson, The Democratic Citizen. Ces pratiques de la démocratie s'opèrent de plus en plus dans un nouveau régime politique, la gouvernance. La gouvernance remplace progressivement le gouvernement représentatif, né avec la théorie de Thomas Hobbes que nous avons vue dans la première session.
La gouvernance peut être définie comme un ensemble d'institutions et d'acteurs qui concourent à la définition et à l'énonciation du politique, sans pour autant que l'action de ses composantes soit totalement redevable du principe de légitimation démocratique. Elle est synonyme d'interdépendance entre les pouvoirs des institutions publiques, associés à l'action collective, mais elle fait aussi intervenir des réseaux d'acteurs privés. La gouvernance ne constitue pas une privatisation de l'activité politique, mais plutôt une concurrence et une complémentarité dans sa définition et son exécution entre des organisations publiques et des organisations privées. Cette concurrence peut exister aussi entre des institutions publiques elles-mêmes, et particulièrement à différents niveaux du gouvernement, national, régional ou local. Le passage du gouvernement représentatif à la gouvernance sous nos yeux provoque le surgissement de nouvelles questions pour les démocraties libérales. Qui sont les acteurs des politiques publiques et de leur évaluation? Première question. Deuxième question, quelle est la hiérarchisation et la nature des relations interinstitutionnelles au niveau de l'État dans un contexte d'intégration régionale et ou de gouvernance mondiale? Troisième question, quels sont les processus de légitimation et les interactions avec la société civile, vous et moi, les citoyens? Quatrième question, quels sont les processus décisionnels dans des démocraties multiples à multiples niveaux? Les collectivités locales, les pouvoirs régionaux, les entités fédéraux, l'État-nation et les formes d'intégration type Union européenne. Cinquième question, quels sont les niveaux d'isomorphisme législatif au regard de la gouvernance mondiale? Sixième question, quelles sont les nouvelles règles éthiques et déontologiques qui doivent être adoptées pour le bon fonctionnement de la démocratie? Septième question, comment mieux intégrer les jeunes et les femmes dans les processus décisionnels? Ces questions sont d'autant plus urgentes à être traitées que les valeurs au niveau des individus et des communautés se modifient sous nos yeux suivant les aires régionales et selon les niveaux de développement économique dans le monde. D'après le modèle du sociologue américain Ronald Inglehart, qu'il a développé dans un livre publié en 2018 sur l'évolution de la culture, basé sur la plus grande enquête sociologique au monde, World Value Survey, un nouveau clivage serait apparu dans nos démocraties entre les tenants du post-matérialisme et ceux du matérialisme. Dans les démocraties européennes et nord-américaines, mais pas seulement, avec le développement économique, les individus attachent moins d'importance à la sécurité matérielle et adhèrent progressivement à des valeurs qui mettent en avant le sentiment d'appartenance, l'autonomie individuelle et l'expression de soi. Ces valeurs se répandent avec le renouvellement des générations sous l'hypothèse que la structure de base de la personnalité tend à se cristalliser au moment de la jeunesse et se modifie peu par la suite. Les individus qui naissent dans une société d'abondance, au moins relative, adhèrent donc naturellement aux valeurs post-matérialistes et finissent par prendre la place des anciennes générations qui, elles, étaient plus matérialistes et qui disparaissent petit à petit. Cette thèse est portée par une sorte d'optimisme évolutionniste de la démocratie. Le développement économique généralisant, les valeurs post-matérialistes et avec elles les valeurs démocratiques qui leur sont liées, car les besoins d'expression de soi et d'autonomie individuelle sont antinomiques à l'autoritarisme politique, devraient se répandre dans toutes les sociétés occidentales et au-delà. Dans les démocraties africaines, asiatiques et latino-américaines, et certaines européennes, a contrario, les valeurs centrées sur la croissance économique, la communauté comme espace de référence pour sa vie personnelle et où le recours à l'autorité tend à s'accroître. Certains notent qu'il y a un risque pour les femmes et les jeunes, pour les régions périphériques ou bien encore pour les minorités religieuses, linguistiques et autres, soient maintenus dans un état de dépendance ou d'inégalité avec ce trop grand autoritarisme. Ces valeurs post-matérialistes ou matérialistes conditionnent de nouveaux rapports à la démocratie libérale
et continue également d'être impacté par d'autres clivages qui ont été identifiés cette fois-ci par Steinrocagne et Seymour Martin-Lipset, notamment dans un livre en 1967 sur les systèmes des partis. Quels sont ces clivages? Premier clivage, celui qui oppose le républicanisme versus communautarisme. Deuxième clivage, le libéralisme et le consumérisme versus l'économie patrimoniale et l'écologie. Troisième clivage, la gouvernance vis-à-vis de l'État-nation ou du gouvernement représentatif. Quatrième clivage, technocratie et idéologie. Cinquième clivage, État-nation, État subsidiaire. Sixième clivage, libéralisme culturel, multiculturalisme versus humanisme et pluriculturalisme. Ces transformations des valeurs et le développement de ces clivages socio-politiques, socio-économiques, socio-culturels ne doit pas faire oublier les facteurs aussi qui contribuent à l'abaissement de la démocratie libérale. D'abord, 1. Le système d'information monopoliste de référence des exécutifs. 2. La fragmentation des acteurs dans la fabrication de la loi et des politiques publiques. 3. L'externalisation accrue de l'exécution des politiques publiques auprès des sociétés privées. 4. La technocratisation ou privatisation de l'évaluation des politiques publiques. 5. La valorisation du leadership. Pour autant, les conditions d'un regain de la démocratie libérale existent, à condition de créer, par exemple, des mécanismes qui visent à la distanciation entre le gouvernement, la société et le rapport au temps. Il faut que les administrations parlementaires recouvrent l'hybridation technologique du travail, retrouvent la maîtrise de l'agenda législatif partagé avec le gouvernement et ou fixé par la Constitution. Deuxièmement, il faut que le Parlement soit le garant de la démocratie normative. Et il faut qu'il soit le défenseur des droits et des libertés constitutionnelles et individuelles par la monopolisation des instruments de la démocratie délibérative et participative que nous avons abordés plus haut. Troisièmement, il faut implémenter des mécanismes et des procédures autonomes d'évaluation et de ciblage des politiques publiques du gouvernement ou des organisations internationales et des agences politico-administratives. Quatrièmement, par la création ou la transformation de structures d'appropriation et de collaboration avec la science, avec le Parlement et les autres institutions. Cinquièmement, par le développement de mécanismes de coopération et de procédures d'alerte communs des parlements nationaux et régionaux à pouvoir législatif sur des sujets identifiés comme globaux. Si nous ne parvenons pas à répondre à ces défis, la démocratie libérale, qui est et devait être le régime politique commun à tous les États de la francophonie, pourrait régresser quant à son soutien parmi les populations de tous les continents. Dans l'enquête World Value Survey de 2022, moins de 40% des personnes interrogées en moyenne dans les États francophones avaient encore confiance dans les institutions de la démocratie libérale. C'est une chute de 20 points au cours des 25 dernières années. Qui plus est, avec son recul, le risque est grand d'accroître les inégalités au sein des sociétés, entre les sociétés francophones, l'indifférence des jeunes générations par rapport à la politique, ou même de créer les conditions d'un despotisme doux par l'illusion créatrice de l'intelligence artificielle. Les libertés fondamentales, l'état de droit et le développement durable en seraient aussi fortement impactés. Dès lors, la construction de la démocratie est donc toujours devant nous. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ce CLOM vous aura permis d'éveiller votre curiosité intellectuelle, d'aller plus loin dans la compréhension des origines, des conceptions, des pratiques et des dysfonctionnements contemporains de la démocratie libérale qui, je le souligne de nouveau, est le régime commun et devrait être de tous les États francophones.